Merci beaucoup, M. Roy. Je vais capitaliser sur tout ce qui est debout déjà. C'est ma chance d'être le dernier à parler. Euh, Idegoli disait tantôt que l'intelligence artificielle est plutôt une révolution humaine, pour simplifier. Et je rejoins aussi mon ami Olivier qui disait qu'en définitive, la définition des biens est assez complexe. Pourquoi je capitalise là-dessus? Parce que aujourd'hui, c'est difficile de définir l'IA. Et nous, à l'intérieur de Milcom, on sait la définir quand on la voit. Alors, donc, quand tu vois une intelligence artificielle, là, tu peux dire que c'est une intelligence artificielle. Et c'est le propre aussi de l'humain. Et vous savez, dans le domaine de l'innovation, il y a une critique qui dit ridicule, dangereux et évident. C'est les 3 étapes de toutes les innovations. Il y a peut-être 20 ans de cela, quand on parlait de conduite autonome, les gens trouvaient ça ridicule. Le véhicule ne peut pas se conduire seul. Nous sommes à l'étape où on dit c'est dangereux. N'est-ce pas? C'est dangereux qu'un véhicule conduise seul. Dans 20 ans, par occasion de paresse, c'est évident. C'est comme un taxi, il vient seul et puis il t'amène à ta poste. Donc, ce petit-là, il s'applique aussi à l'intelligence artificielle. Pourquoi j'amène ce point? Parce que le propre d'une innovation, ça passe tout d'abord par une innovation. Et une fois qu'elle est adoptée par la population, elle devient une innovation. C'est d'abord une invention quand il y a des gens qui utilisent les early adopters. Mais quand il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, ça devient une innovation. Et on a donné le cas de c'est l'objet qui disait que pour les gens, l'intelligence artificielle statique. Pourquoi? Parce qu'il a démocratisé quand même quelque chose que les gens ne savaient pas, qui est de pouvoir interagir en part réelle avec un outil qui a l'air plus intelligent qu'un homme. Voilà. Donc, nous avons atteint ce stade-là où l'intelligence artificielle est accessible. Et je pense qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle façonne les contours du monde d'aujourd'hui et de demain. Ça, c'est déjà un acquis. Et ce n'est plus seulement l'affaire des grandes technologiques. Je pense que l'intelligence artificielle, aussi bien dans les grands groupes, aussi bien dans les pays technologiquement avancés. Mais quand vous partez en Afrique, vous allez voir qu'il y a de l'intelligence artificielle. La vraie intelligence. Je vais donner des exemples simples. Il y a des groupes de jeunes désormais qui utilisent, qui créent des datasets pour les langues locales, qui permettent désormais aux personnes qui ne parlent pas français et anglais, mais de pouvoir interagir avec un outil pour travailler dans leur langue. Ça, pour moi, c'est une intelligence artificielle. Parce que ces derniers ne parlent leur langue. Avant, le savoir était accessible à travers certaines langues, l'anglais, le français, l'espagnol. Mais avec ça, on va démocratiser l'accès au savoir. Alors, donc, je pense que aujourd'hui, on peut dire que l'intelligence artificielle, au-delà des chiffres, c'est plus de 15 700 milliards qui se développent, selon PwC. Au-delà de ces chiffres, je pense que ça change fondamentalement les modèles de coopération et de solidarité internationale à ce jour. Et à Nulcom, nous sommes convaincus que si on utilise l'IA de façon éthique et inclusive, ça peut être un moteur, un accélérateur de développement international. Et pour nous, on a un dernier point, le développement international se base sur 2 piliers assez connus, qui est l'aide aux biographies, les prêts, les bons, les subventions et tout ça. Mais il y a un point qui est très important quand on paye une nouvelle étape, c'est les investissements directs étrangers. Monsieur va parler de mon livre sur les investissements chinois que j'ai écrit il y a quelques années de cela. L'investissement direct étranger est plus d'actualité. Pourquoi? Bon, il y a eu la diminution des dettes de développement de plusieurs institutions que vous savez, je ne vais pas venir nommer. Mais il y a aussi le fait qu'il y a de plus en plus d'affirmations de plusieurs pays qui ne veulent plus des dons, qui veulent plutôt des investissements. Voilà, les investissements structurants sur les infrastructures. Et je pense qu'il y a besoin un rôle aussi bien pour l'aide au développement que pour les investissements directs étrangers. Je vais me résumer en disant, pour ce qui est de l'aide au développement, je pense que l'ONU a déjà donné la foi. Ils ont un programme qu'ils appellent Global Pulse. De ceux qui ont suivi à un moment donné, Global Pulse utilise des outils de développés pour pouvoir suivre les déplacements des populations, pour prédire, par exemple, les crises qui arrivent, pour faire de la prédiction. La Banque mondiale aussi a utilisé un outil qui s'appelle FAM pour prédire les famines en fonction des données satellitaires, des données des réseaux sociaux.
Donc, dans l'aide au développement, ça, c'est quelque chose de concret. Ça, c'est du nouveau. Moi, je pense que ça, c'est l'intelligence artificielle ultime. Et nous nous sommes joints d'ailleurs à Paris à cause de ça, parce que le slogan, c'est l'intelligence artificielle au service du bien pays. C'est pour ça qu'on s'est mis ensemble pour parler. Et enfin, au niveau du développement, au niveau des investissements directs étrangers, l'intelligence artificielle est plus utile. Beaucoup d'investisseurs traitent les pas parce qu'il y a une base de données, mais surtout parce qu'il n'y a pas de prévisibilité sur les pays où ils veulent s'installer. Les pays sont connus. Alors, donc, avec l'intelligence artificielle, on est capable de faire de la prédiction sur certaines crises. Et ça, c'est utile. Mais ensuite, avec l'intelligence artificielle, on est capable de monitorer en temps réel les réalisations. Par exemple, si la Banque mondiale finance, je parle de la Banque mondiale, mais aussi des autres banques de développement, c'est de financer la construction d'une grande infrastructure. On n'a plus besoin d'attendre la fin pour voir le résultat. Il peut envoyer des drones qui vont donner des informations en temps réel sur le devenu support. Donc, ça permet aussi non seulement de contrôler le résultat en temps réel, mais surtout d'éviter les fraudes, la corruption, la déperdition, le gaspillage, parce qu'on peut avoir des bris on peut avoir des cheminées des dérives. Alors, je vais terminer en disant que pour nous, l'intelligence artificielle, c'est le présent et l'avenir. Et en ce moment, à l'automne, nous travaillons sur plusieurs projets. Hein. Alors, on a développé un outil d'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. La santé pour faire la prédiction de certaines maladies, les maladies pulmonaires. Alors, avec le soutien financier du gouvernement fédéral du Canada, on a développé donc un modèle pour prédire les maladies pulmonaires comme la bronchite, la tuberculose. Donc, on a une équipe de chercheurs au Canada et à l'international Cross. Ça, c'est un exemple concret. On fait des tests en computing comme vous parce que, bon, on ne s'imagine pas avoir des data centers qui nous chient dans les villages perdus en Afrique. Donc, il faut trouver un moyen déjà pour le faire. C'est ce qu'on fait. Et ensuite, on a travaillé avec le développement international des jardins pour ceux qui sont québécois, DID. Développement international des gens, certainement qui sont en ligne, je les salue, qui participent à distance à cette rencontre. On a développé un modèle pour faire du credit scoring, l'analyse des codes de crédit. Parce que certaines entreprises n'ont pas accès à des crédits bancaires dans les pays en développement, en Amérique latine, en Afrique, parce qu'on n'a pas de données sur elles. Alors, donc, on a développé un modèle qui permet de calculer les codes de crédit de ces petites et moyennes entreprises, notamment pour ce qu'on appelle la finance inclusive, les centres, les caisses populaires, tout ça, à travers le monde. Et c'est déjà, je pense que la Tunisie a été le premier pays où des idées expérimentées. Et enfin, on a aussi développé des outils pour des clients qui sont très, très pratiques. La détection des difficultés d'apprentissage dans les écoles. Ça, c'est dans le domaine de l'éducation. Désormais, avec l'intelligence artificielle, on est capable de détecter des difficultés d'apprentissage et peut-être apporter un appui spécial pour certains étudiants, certains élèves pour réussir. Ça, c'est quelque chose de concret, c'est assez intéressant. Et enfin, avec certaines grandes organisations, on a fait plusieurs organisations internationales et on a développé un outil qui permet désormais, au sein d'une entreprise, si vous avez un nouvel employé, qu'il puisse interroger la base de connaissances de votre organisation depuis son existence. Quels sont les projets qu'il y a eu il y a 40 ans de cela? Quels sont les faits qu'il y a eu? Interagir de façon humaine avec un chatbot, poser des questions. Il y a déjà eu un projet qui a été implémenté en Belgique. Qu'est-ce qui s'était passé? Qui étaient les partenaires? Bref, les possibilités sont immenses. Alors, donc, nous, autour de cette table, on est très heureux d'avoir eu cette occasion de changer avec vous. Et notre souhait, c'est qu'on continue cette conversation et voir qu'est-ce qu'on peut faire afin d'appuyer les développements internationaux. Nous, en tant qu'entreprise, c'est des investissements directs étrangers. Et certaines organisations, c'est en tant qu'acteurs et bailleurs de fonds. Et enfin, où nos partenaires comme VRTR, on peut formuler des projets aussi pour les issues internationales. Mais le boom d'intérêt, c'est bon. Merci. Merci beaucoup.